sommaire. Cérémonie de port d'insigne de grade supérieur à plus de 30 agents des forces de sécurité intérieure du département de la Songa sous l'autorité du commandant territorial des forces de police de la Songa, le colonel-major Roland Michel Ngouabi Oséré. Au Sénégal, selon la réforme électorale, le Premier ministre Ousmane Sonko pourrait être autorisé à se présenter à l'élection présidentielle de 2029. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans votre journal. Dans le cadre de sa visite d'État en Fédération de la Russie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce mercredi 29 avril 2026 à Moscou au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Suivez. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, démarre sa visite d'État en Russie par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à Moscou ce mercredi 29 avril. C'est une cérémonie du souvenir où le chef de l'État congolais vient rendre hommage aux soldats soviétiques tombés pendant la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. À cette occasion, la Congolaise a retenti au jardin d'Alexandre. La tombe du soldat inconnu à Moscou est un mémorial national situé dans le jardin d'Alexandre, au pied des murs du Kremlin et à proximité immédiate de la place Rouge. Ici, le président de la République, Denis Sassou Nguesso et sa suite ont assisté à une parade militaire. Inauguré en 1967 pour le 25e anniversaire de la bataille de Moscou, ce mémorial dispose entre autres d'une flamme éternelle qui brûle en permanence au centre d'une étoile à 5 branches en bronze, symbolisant le souvenir inaltérable. Le mémorial porte une inscription célèbre en russe, je cite, « Ton nom est inconnu, ton exploit est immortel ». Fin de citation. Et le long du mur du Kremlin, à côté de la tombe, des blocs de porphyre rouge contiennent de la terre provenant des différentes villes héros de l'ex-URSS. C'est ici que se trouve la garde d'honneur du régiment du Kremlin. La relève de la garde a lieu toutes les heures et constitue une attraction majeure pour les visiteurs. Changeons de chapitre. Une trentaine des agents des forces de sécurité intérieure du département de la Songa viennent de porter leur insigne de grade supérieur, parmi lesquels, et pour la première fois dans le dit département, figurait un colonel-major Charles Niala Mompassi. Cette cérémonie a été présidée par le commandant territorial des forces de police de la Songa, le colonel-major Roland Michel Ngouabi Oséré, en présence du préfet du département de la Songa, Édouard Denis Okuya, et des autorités locales. Des précisions avec Blaise Ebika. Après l'arrivée des deux étendards de la police et de la gendarmerie nationale,
Le commandant de police Jean-Bédel Yoka Ongele a procédé à la lecture de l'ordre général de nomination des nouveaux promus, parmi lesquels figurait le colonel-major Charles Niala Mampassi. Sur proposition du Conseil de commandement, décrète article 1er sont nommés à titre définitif pour compter du 1er avril 2026 pour le grade de colonel-major ou colonel-major de police. Colonel de police Niala Mampassi Charles. Le commandant territorial des forces de police de la Sangha, le colonel-major Roland Michel Ngwabi Osseré, a remercié sa hiérarchie pour avoir fait porter pour la première fois un grade de colonel-major à un officier supérieur dans le département de la Sangha. À tout propos, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier tous les invités et parents des promus qui ont honoré de leur présence cette cérémonie. Celle-ci est marquée par la présence d'un promu élevé au grade de colonel-major de police. Il s'agit du colonel-major de police Charles Niala Mampassi, commandant territorial adjoint des forces de police de la Sangha. Ainsi, notre département a été honoré par le commandement des forces de sécurité intérieure, qui nous a autorisé de faire porter les insignes de grade à un colonel-major pour la première fois dans le département de la Sangha. À tous les promus, au nom du commandement des forces de sécurité intérieure et à mon nom propre, je vous adresse les vives et sincères félicitations pour votre élévation au grade supérieur. Le commandement qui vous a fait confiance vous demande de travailler davantage et de ne pas se relâcher dans l'accomplissement de vos missions. Aussi, il attend de vous plus d'engagement, de discipline et de dévouement dans le service. Les nouveaux promus ont les personnes du colonel-major de police Charles Niala Mampassi et le lieutenant-colonel Daniel Nzungu ont tour à tour exprimé leur satisfaction. C'est un sentiment de joie et les mots me manquent pour exprimer la joie que j'ai maintenant dans mon cœur, parce que non seulement je suis élevé au grade de colonel-major, mais aussi c'est pour la première fois que cela se passe dans le département et c'est vraiment un grand honneur pour le département. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce et je suis reconnaissant au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées qui a signé le décret. Et je suis aussi reconnaissant envers ma hiérarchie qui m'a fait confiance. Bon, les impressions sont des impressions de joie, de reconnaissance. Donc je remercie d'abord le commandement, à tous les échelons de la hiérarchie pour m'avoir fait confiance d'accéder au grade supérieur. Le travail, le respect auprès de mes chefs. C'est ce qui a valu la confiance. Que je sois bien longtemps, qui me permet de passer aujourd'hui. Un défilé militaire assorti d'un vin d'honneur, selon les traditions militaires, ont bouclé cette cérémonie de port d'insigne de grade supérieur des forces de sécurité intérieure du département de la Sangha. À peine annoncé, le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre, chef de gouvernement Anatole Kolini Makosso, fait déjà réagir dans les rues. Entre satisfaction face à l'entrée de nouveaux visages et inquiétude sur l'augmentation du nombre de ministres, la population congolaise affiche des avis partagés. Les détails avec Michel Opakole et Clévy Moudinga. Le gouvernement Anatole Kolini Makosso n'aura pas tardé à dévoiler son équipe. 24 heures seulement après sa reconduction, le nouveau gouvernement est désormais connu. Une équipe composée de 41 ministres contre 37 dans le précédent gouvernement, avec l'entrée remarquée de 2 visages juvéniles. Dans les rues de Brazzaville et d'ailleurs, les réactions fusent. Pour certains citoyens, l'arrivée de ces jeunes ministres est aperçue comme un souffle nouveau, une opportunité de renforcer l'innovation et de mieux accomplir les missions assignées au gouvernement. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait plus de membres du gouvernement. Ça permettra à ce que le gouvernement soit plus efficace. Et donc, nous attendons également l'efficacité de ce gouvernement et nous leur souhaitons bonne chance et bon vent. Mais pour d'autres, l'augmentation du nombre de ministres suscite l'incompréhension. Passer de 37 à 41 membres est jugé excessif dans un contexte où la population attend avant tout des solutions concrètes à ses difficultés quotidiennes. Ça ne va rien apporter par rapport aux autres gouvernements passés. Ce sont les mêmes personnes qui sont revenus presque, à part les 6 qu'ils ont levés, les 11 qu'ils ont ajoutés, mais ça sera presque la même chose parce qu'on connaît notre pays, on connaît ce qui se passe. L'une des solutions pour accélérer la marche vers le développement est la réduction du train de vie de l'État. Donc là, ils viennent, nous passons de 37 ministres à 42 ministres, ce qui fait appel à une augmentation du budget de l'État. Et donc non, ce n'est pas une marche
accélérée vers le développement, mais c'est une marche accélérée vers le sous-développement. Au-delà des chiffres, des nominations et des équilibres politiques, c'est désormais le quotidien des Congolais qui devient le véritable baromètre de ce nouveau gouvernement. Car au bout du compte, la population n'attend ni promesses ni discours, mais des résultats visibles, concrets et durables. Reste à savoir si cette nouvelle équipe saura transformer les attentes pressantes d'un peuple en réponse réelle ou si elle viendra simplement rallonger la liste des espoirs déçus. Au Congo-Brazzaville, un adulte sur 3 souffre sans le savoir. La cause, pour la plupart des cas, on attend d'être malade pour aller à l'hôpital. Pourtant, un simple bilan de santé annuel peut tout changer. Quelle est donc l'importance du bilan de santé générale? Rudy Gloire Maswangi nous en parle dans ce reportage. Le bilan de santé générale au Congo est une nécessité absolue pour améliorer l'espérance de vie et la santé publique. Il permet de passer d'une santé sur vie à une santé maîtrisée. Malheureusement, le bilan de santé médicale régulier n'est pas ancré dans les habitudes des Congolais. La population consultant majoritairement lorsqu'une maladie s'est déjà déclarée. D'où, parfois nous constatons des morts brusques dans notre société et accusons parfois les hôpitaux et médecins de causer la mort à nos parents. Le docteur Livlen Anzono nous en parle. Cliniquement, on utilise la terminologie anglophone, un check-up, c'est-à-dire que normalement, il est conseillé tous les ans, pour ceux qui ne sont pas malades, de faire un check-up ou un bilan général de santé qui comporte quelques examens essentiels et qui peuvent être appuyés par d'autres examens de convenance par le patient selon les moyens de sa poche. Et nous avons des examens de routine qu'on appelle systématiques pour tout patient qui arriverait. Normalement, le médecin devrait avoir une cartographie parce qu'il y a des maladies non transmissibles qui sont des maladies silencieuses et tueuses qui tuent à bas bruit, des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle, sont des maladies à bas bruit. Et nous avons également le cancer aussi qui devient de plus en plus mis sur la table et il est conseillé actuellement et encouragé vraiment de faire un bilan systématique. Nous demandons à la population de ne pas seulement épargner pour acheter une bouteille de bière, de ne pas seulement épargner pour acheter un bâton de cigarette, mais de plutôt épargner pour sa santé. De même qu'on investit pour acheter une parcelle, pour acheter un terrain, construire une maison, probablement pour léguer à la génération future, mais on devrait également penser à faire le check-up ou le bilan systématique au moins une fois l'année. Donc penser à épargner, ça c'est des conseils sociologiques éducationnels que nous sommes en train de faire passer. Et puis, nous encourageons le gouvernement à renforcer l'aboutissement de l'assurance maladie. Pour la plupart des cas, les populations ne consultent que le médecin que lorsqu'on est malade. Pourtant, le bilan est essentiel pour prévenir les maladies. D'où, adopter le réflexe du bilan de santé générale au Congo n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une meilleure gestion de sa santé, permettant de passer d'une logique de soins curatifs, ce qui est normal, mais surtout une logique de prévention, ce qui est souhaitable. N'oublions pas qu'un adage populaire nous enseigne « Tout homme en bonne santé est un malade qui s'ignore ». Dans les artères de Brazzaville, la force est de constater des accidents à répétition causant d'énormes dégâts entre perte de vies humaines et dégâts matériels. Un récit de Bonel Messier et Clévy Mundinga. À Brazzaville, les grandes artères récemment réhabilitées, censées incarner la modernité et fluidifier la circulation, se transforment peu à peu en un véritable miroir à ciel ouvert. Chaque jour ou presque, des accidents sont signalés. Conducteurs de taxi-moto, chauffeurs de bus automobilistes et piétons payent le lourd tribut à cette insécurité routière grandissante. En cause, l'accès de vitesse, les dépassements hasardeux, l'incivisme de certains usagers, les défaillances mécaniques, mais aussi l'état parfois constaté de certaines portions de la route. Mais au-delà des comportements à risque, une autre responsabilité est pointée du doigt, celle du ministère de tutelle. Entretien insuffisant, absence ou insuffisance de signalisation, contrôle quasi inexistant, autant de manquements qui d'une part causent des accidents abusifs.
ces axes flambant neufs, autrefois perçus comme un symbole de développement, deviennent aujourd'hui synonymes de peur et de deuil pour de nombreuses familles. Face à cette recrudescence, nombreux sont ceux qui appellent au respect du code de la route et à une prise de conscience collective, afin d'éviter que ces axes modernes ne se transforment en véritables couloirs de la mort. À Pointe-Noire, l'affichage publicitaire bien qu'en plein essor fait face à des défis d'organisation urbaine, ce qui sature l'espace public et pollue en même temps l'environnement de la ville. L'on peut dire que la capitale économique est transformée en un panneau à ciel ouvert, d'où se pose la problématique de l'affichage publicitaire anarchique. Un reportage de Monica Ruta Bell. À Pointe-Noire, la communication par affiche publicitaire s'est bien imposée. Portails, poteaux électriques, arbres, panneaux publicitaires, murs et tout autre support sont les cibles des afficheurs ou annonceurs. Ils collent les affiches de toute nature, notamment des concerts, des promotions de produits, des recrutements, des campagnes politiques et d'évangélisation, des écoles, bref, presque de tout. Dans leur quête de communication et d'information, ceux-ci ont décidé de transformer la capitale économique congolaise en un panneau à ciel ouvert. L'on peut dire aujourd'hui que la ville de Pointe-Noire ressemble à un géant tableau d'affichage anarchique. De plus, ces affiches, banderoles, qui n'obéissent pas toujours aux réglementations, une fois déchiquetées, constituent une véritable source non seulement de pollution visuelle, mais aussi de l'environnement. Je pense que c'est une bonne initiative, mais la chose la plus importante est de savoir qu'il y a des endroits appropriés où il faut afficher ces affiches-là. Tout d'abord, vous pouvez remarquer dans presque toute la ville, il y a des gens qui affichent cela un peu partout. Et vous allez comprendre que ça pollue un peu l'environnement de la ville. La puissance de la communication à travers les affiches est bien reconnue. C'est pourquoi il serait préférable de le faire dans des endroits appropriés, entre autres les zones d'agglomération, à l'instar des arrêts de bus. Par ailleurs, à cette ère où le numérique bat son plein, la communication digitale devait être privilégiée afin de préserver l'espace public. La chose la plus importante est de savoir la zone et l'endroit où il faut afficher cela. D'autre part, nous pouvons prendre comme exemple sur Internet, il y a maintenant ce qu'on appelle par la prospection audiovisuelle, c'est-à-dire qu'on peut faire la pub, pas seulement étant physiquement, mais étant logiquement, c'est-à-dire que nous pouvons effectuer une prospection sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, un peu partout. L'affichage publicitaire reste encore un défi à relever par la municipalité de Pointe-Noire. Ainsi, des mesures doivent être prises afin de pallier cette problématique d'affichage anarchique publicitaire. Je pense que ces autorités-là aussi doivent prendre des initiatives appropriées pour cela afin de jouir d'un avenir ou encore atteindre un résultat bien attendu. La question dont on se pose en ce moment, est-ce qu'ils sont organisés? Nous ne savons pas. Alors, je pense qu'ils doivent d'abord s'organiser, se retrouver quelque part et après prendre une décision précise pour dire à partir d'aujourd'hui, nous allons effectuer des affiches sur tel endroit à Pointe-Noire, sur tel endroit dans tel quartier, dans telle ruelle, afin de s'organiser et faire cela de manière très appropriée. Tout Congolais en général et Pontenegrin en particulier, du sommet à la base, serait donc un devoir de coopérer dans cette opération afin de redorer le blason terni de notre ville chérie, jadis appelée Ponton-la-Belle. Conformément à la note de service numéro 217/MTACM-DGTT du 8 avril 2026, la direction départementale des transports terrestres du Niari, conduite par Yvon Claes Baboutana, a supervisé la session spéciale d'examen de permis de conduire catégorie A pour les conducteurs des motos. Un reportage de Josephat Dekous. Cette session spéciale d'examen de permis de conduire s'est déroulée en deux phases. La première, les épreuves écrites tenues le 23 avril 2026 dans la salle de réunion de la préfecture du Niari, sous la supervision de Yvon Claes Baboutana, directeur départemental de transport terrestre du Niari, en présence du directeur de l'administration du territoire et des membres de la commission. Au total, 500 candidats étaient en lice pour cette session spéciale d'examen de permis de conduire. Yvon Claes Baboutana, prenant la parole avant le lancement des épreuves,
a exhorté les candidats à faire preuve de discipline avant de leur souhaiter bonne chance. Chers candidats, je vous exhorte à faire preuve de discipline, de lire et de relire les sujets qui seront mis à votre disposition, de dominer le stress. Les sujets retenus à cet examen ont été enseignés lors de la formation des candidats à la conduite automobile de la catégorie A, en date du 31 mars 2026, dans la salle de réunion du conseil municipal de la commune de Dolisie. Au nom de la commission chargée d'organiser la session spéciale, le permis de conduire, je procède ce jour, 23 avril 2026, au lancement officiel des épreuves écrites et je vous souhaite bonne chance. La deuxième phase, qui est la pratique, concernait les permis de la catégorie A et B. Cette pratique s'est déroulée le 24 avril 2026 en face de l'hôpital général de Dolisie. Ici, chaque candidat devrait suivre le circuit tracé par les jurys sans bousculer les plots. L'examen terminé, le regard des candidats à cette session reste tourné vers la publication des résultats et la délivrance de leur permis de conduire. Le bouillon de cube est devenu un réflexe culinaire, bien que sa consommation présente des risques majeurs pour la santé. Krivina Mbani et Eli Eliomsa. Le cube alimentaire, un rehausseur de goût, mais à quel coût pour la santé? Il est indispensable dans la plupart des marmites et améliore le goût. Pour certains, un plat sans bouillon de cube est totalement fade. Composé généralement de sel, d'huile végétale ou graisse animale, de glutamate monosodique, de sucre et autres composants. Certains de ces ingrédients peuvent être néfastes pour la santé, notamment le glutamate monosodique qui peut provoquer des réactions chez certaines personnes comme des maux de tête ou des nausées. Ils sont aussi souvent très riches en sel, ce qui peut être problématique pour la tension artérielle. Certains contiennent aussi des colorants et arômes artificiels qui peuvent être déconseillés. Les bouillons sont des concentrés d'additifs alimentaires. Les bouillons contiennent des colorants, des exhausteurs de goût, des huiles aromatiques toxiques, des hydrocarbures aromatiques et d'huiles minérales qui sont potentiellement cancérigènes. Le bouillon, communément appelé cube, contient également du glutamate monosodique, du glutamate de sodium. Et cette substance, à une certaine dose, peut entraîner l'augmentation de la pression artérielle. Il ne faut pas oublier que les bouillons sont vraiment dosés en sel. On peut remplacer le bouillon cube par les petits frettins, les crevettes, nos épices fraîches, l'ail, le gingembre, les fines herbes pour aromatiser, puisque nous cherchons également l'arôme en utilisant les bouillons cubes. Nous pouvons utiliser les fines herbes, le persil, le basilic. Pour préserver la santé, il faut préférer les épices naturelles dans vos plats car l'utilisation des cubes alimentaires est néfaste pour tous. Face à ce danger, une seule solution, les ménages doivent réduire puis supprimer le cube de leur marmite. Sa forte teneur en sel et ses additifs comme le glutamate E621 sont un poison lent pour la santé de tous, enfants, adultes et personnes âgées. Hors de nos frontières, au Mali, après plusieurs jours de silence, le général Assimi Goïta, président de la transition, est réapparu publiquement hier mardi. Le chef du régime militaire a insisté sur le fait que la situation dans son pays était sous contrôle lors de sa première allocution publique. Reportage. Après plusieurs jours de silence, le général Assimi Goïta, président de la transition au Mali, est réapparu publiquement ce mardi. Lors de sa première allocution publique, le chef du régime militaire a affirmé que la situation dans son pays était sous contrôle. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent.
Ces attaques, les plus importantes depuis près de 15 ans, ont vu deux anciens ennemis, les insurgés islamistes et les séparatistes touaregs, unir leurs forces contre la junte militaire et ses soutiens paramilitaires russes. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Assimi Goïta n'avait fait aucune apparition publique ni déclaration pendant 3 jours, alimentant les doutes quant à sa capacité à se maintenir au pouvoir. Si aucun chiffre officiel n'a été communiqué, une source proche évoque au moins 23 personnes tuées au cours des 2 jours de combat. Le ministre de la Défense Sadio Camara, considéré comme le cerveau derrière le ralliement de la junte à la Russie, figure parmi les victimes. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko pourrait être autorisé à se présenter à la prochaine élection présidentielle selon cette réforme électorale. Suivez. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko pourrait être autorisé à se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en 2029. Ce mardi, l'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité des modifications du code électoral pour permettre la candidature de l'actuel Premier ministre. Le projet de loi, introduit via une procédure d'urgence critiquée par l'opposition, a été adopté sans difficulté par une Assemblée nationale dominée par le PASTEF avec 128 voix pour, 11 contre et 2 abstentions. La loi va désormais être transmise au président de la République pour promulgation. Leader de l'opposition, Ousmane Sonko avait été exclu du scrutin de 2024 après une condamnation judiciaire. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti jusqu'en 2022, se présente alors au nom du parti et remporte l'élection présidentielle. Respectivement président et Premier ministre, le duo Faye-Sonko a depuis montré des divergences d'opinion, même si publiquement il s'attelle à maintenir une image d'unité. Enfin, 6 personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité pour une attaque djihadiste survenue en 2020 qui a coûté la vie à 14 soldats à un poste frontière en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 6 personnes ont été condamnées à la prison à vie pour une attaque djihadiste survenue en 2020. Ces violences commises dans la localité de Kafolo au nord ont coûté la vie à 14 soldats à un poste frontière. La Côte d'Ivoire partage sa frontière nord avec le Burkina Faso et le Mali, 2 pays ravagés par des attaques terroristes qui se sont propagées vers le sud, en direction des pays côtiers. L'un des avocats liés à l'affaire, Maître Abdoulaye Ben Meïté, a déclaré que la réclusion à perpétuité a été retenue contre 6 des 45 accusés, tandis que 20 ans ont été retenus contre 17 prévenus, assortis d'une amende de 50 millions de francs CFA, soit 89 000 $. Une personne a été condamnée à 5 ans de prison et 21 autres ont été acquittés, selon l'homme de droit. Des hommes armés ont attaqué le poste militaire du village de Kafolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020. Personne n'a revendiqué l'attaque, mais elle a été attribuée à des djihadistes opérant de l'autre côté de la frontière, au Burkina Faso, en représailles à une opération conjointe ivoirienne et burkinabé contre les extrémistes dans la région. Tout est possible à celui qui ose, travaille, n'abandonne jamais. C'est la fin de ce journal télévisé réalisé par Kevin Le Différent, coordonné par BM. Merci de suivre TPT+, la chaîne du moment. Ensemble, partageons l'information. Je vous propose donc de suivre l'élément sur la réunion bilatérale Congo-Russie suite à la visite d'État du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. À demain.